Entrer en guerre. La guerre se poursuit depuis 3 ans. Pourquoi ne pas offrir la Chine sur un plateau ? Je peux vous dire, c'est que s'il y avait une guerre, on est tout à fait équipé pour entrer en guerre. Le parti nationaliste vaincu s'est retiré à Taïwan. On ne veut pas de guerre avec la Chine. Bonjour à tous, ici Antoine Martin, accompagné de Clara, pour votre rendez-vous quotidien avec Impact Actu à 17h09. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise économique majeure. Restez avec nous. Un axe Trump-Poutine, Xi Jinping est-il en train de se former à ceux qui pensent que le président américain prépare secrètement une guerre contre la Chine? Écoutez la réponse de Donald Trump. Mais personne ne veut une guerre avec la Chine. On ne veut pas de guerre avec la Chine. Et ce que je peux vous dire, c'est que s'il y avait une guerre, on est tout à fait équipé pour entrer en guerre. Donald Trump a par ailleurs fait savoir qu'il n'était pas certain que l'Amérique intervienne si Taïwan était attaqué par la Chine, ce qui fait dire à Pierre-Antoine Donnet, ancien correspondant à Pékin pour l'AFP, Taïwan redoute que Trump oriente, sans le dire ouvertement, la stratégie globale de l'Amérique vers un partage du monde entre les grandes puissances que sont les États-Unis, la Russie et la Chine, chacune puissance dans sa sphère d'influence. 3 hommes sont peut-être en train de se partager le monde. Donald Trump, qui va annexer le Canada et le Groenland. Vladimir Poutine, qui, vous le savez, depuis 3 ans avec l'invasion, veut l'Ukraine. Et Xi Jinping, qui a affirmé que Taïwan devait revenir à la Chine. Ils sont prêts mutuellement à se soutenir pour parvenir à leur fin. Est-ce que ce scénario paraît crédible? Écoutez ce qu'a dit Pascal Lamy sur LCI, ancien directeur général de l'OMC. C'est un scénario que nous, Européens, devons envisager, compte tenu de ce que dit Trump, de ce qu'il n'a pas dit, et disons compte tenu du fait que depuis qu'il a été élu, il a quand même été très méchant avec le Canada, très méchant avec le Mexique, très méchant avec l'Europe, beaucoup moins qu'avant avec la Chine. Et d'ailleurs, les Chinois ont pris des mesures de rétorsion normales, si je puis dire, n'ont pas non plus saisi le mégaphone pour le faire savoir partout. Donc, cette espèce de modération de ton de chaque côté peut laisser à penser que, après tout, les Chinois, si Trump prend le Canada, si Poutine prend l'Ukraine, et s'il peut prendre Taïwan, moi je me mets à leur place, c'est pas un si mauvais deal pour l'avenir. Évidemment, si je me place du côté de l'Union européenne, ou du Brésil, ou de l'Afrique du Sud, ou de l'Indonésie, ou du Japon, ou de la Corée, là j'ai un sérieux problème. Un sérieux problème, Zelensky. À chacun son annexion? Je crois que c'est plus complexe que ça, parce que la problématique pour les États-Unis aujourd'hui, c'est la défiance qu'ils introduisent vis-à-vis de leurs alliés. Si vous regardez dans le triumvirat, là, la Chine et les Russes n'introduisent pas un biais de confiance entre la Chine et la Russie. Au contraire, ils consolident leurs axes stratégiques. Ils consolident aussi avec la Corée du Nord. Celui qui aujourd'hui introduit un biais dans sa stratégie avec ses propres alliés, c'est la gouvernance américaine avec Donald Trump, ou qui semble introduire, d'accord ? Donc je pense que c'est très différent. Après qu'aujourd'hui, les uns et les autres ont des velléités, comme le dit Thomas Gomard, de redessiner le cadastre du monde en fonction de leur puissance économique, ou pour la Russie avoir un glacis, ou pour la Chine devenir la prochaine première puissance en 2049, nul n'en doute, mais ils ont quand même des aspirations différentes. Il faut quand même rappeler une chose, pour la Chine par exemple, ce qui est très différent de la Russie, la Chine est rentrée de mémoire dans l'OMC en 2001, la Russie en 2011. Lorsque la Chine rentre dans l'OMC, donc dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est parce qu'elle s'appuie sur un triptyque qui est le suivant. Gagner énormément d'argent pour soutenir un effort militaire au service d'une politique menée par Xi Jinping pour arriver en 2049 à être la première puissance mondiale. La Russie, lorsqu'elle rentre en 2011, en fait, l'OMC,
elle en a peu à faire, ça lui rapporte pas grand-chose, et c'est pour ça qu'ils mettent en place les BRICS, parce qu'il y a plus une idéologie de sortir aujourd'hui des instances internationales et proposer un autre modèle. Les deux modèles qui peuvent converger, c'est le système russe et le système aujourd'hui chinois qui disent on veut un autre ordre international. Les États-Unis ne sont pas en train de dire nous voulons un autre ordre international. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est je vais faire en sorte que d'un point de vue économique, je vais préempter un maximum de choses pour demain être en capacité d'avoir toute l'énergie nécessaire pour mon industrie, pour mon économie. Et ça laisse entendre, en fin de compte, que ce serait identique. Ce n'est pas identique. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas sortis de l'OTAN, ils ne sont pas sortis de l'OMC. Alors, il a une attitude, l'administration américaine donne cette impression-là. Mais on n'en est pas là. Il n'a pas dit, aujourd'hui, je vais rentrer dans des relations polycentrées. Je rappelle une chose qui est importante, quand même. Depuis 1945, les relations internationales sont des relations multilatérales. D'accord ? On essaye, au sein des organisations internationales, de résoudre les problèmes de façon multilatérale. Ce que ne fait ni la Chine ni la Russie, parce qu'ils décident, eux, de faire des relations bilatérales. En fonction... fait aussi Trump. Non, parce qu'en fonction de leurs propres intérêts, il n'y a pas d'alliance. Entre la Chine et la Russie, il n'y a pas d'alliance. On a des intérêts, on converge sur nos intérêts, mais on ne devient pas des alliés, comme il y a au sein de l'OTAN toute une infrastructure d'alliance, comme a aujourd'hui les États-Unis avec l'AUKUS ou avec l'OTAN, etc. Et ce que fait aujourd'hui Trump, c'est qu'il ne sort pas du multilatéralisme tout en ayant donné l'impression qu'il va vers ce jeu de je vais faire en fonction de mes intérêts et donc je fais comme les autres. Mais je crois que effectivement il fait comme les autres, mais il ne sort pas du système. Et donc on se retrouve avec deux systèmes qui cohabitent, l'un en fonction de ses intérêts, l'autre en fonction de je vais réinvestir économiquement pour la puissance américaine, mais je reste quand même malgré tout dans un système multilatéral et des organisations internationales. Mais par contre, il affaiblit ses propres alliés. Et là, ça peut poser un problème à la fois à l'extérieur, c'est ce qui se passe avec les Européens, défiance, avec le Canada, défiance, mais aussi pour la sécurité intérieure des États-Unis. Moi, ce que je redoute le plus aujourd'hui, c'est que cette inflexion, elle pose des problèmes de sécurité intérieure aux États-Unis. Le fait de défaire un certain nombre d'agences de sécurité, d'enlever un certain nombre d'outils, de déshabiller, ça n'empêche pas aujourd'hui les Chinois de continuer à avoir des velléités, l'État islamique d'en avoir, les Russes d'en avoir, et là, il peut y avoir des inflexions. Qu'en pensez-vous, Oleg Koptsev ? Comme dans les jeux télévisés, pas mieux. Pour les chiffres des lettres, je crois. Ce que dit Michel Dzerzhinsky, c'est... Pardon. J'ai mal prononcé. Michel Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, pardon. Encore mieux. J'ai fait une mauvaise prononciation malheureuse. Non, voilà, il a tout dit. Moi, franchement, je passe. Je peux rajouter sur le Canada et le Groenland, qui sont un peu mes spécialités. Quand même, je suis spécialiste de la géostratégie de l'Arctique. Je crois qu'avant tout, il est absolument irréaliste même de prendre le moindre petit territoire. Même un petit îlot au Canada, c'est impensable. Quant au Groenland, finalement, il l'a déjà géostratégiquement. L'armée américaine, les forces militaires américaines contrôlent le Groenland déjà beaucoup plus que le Danemark même, à qui appartient le Groenland. Donc je pense que c'est surtout, on est dans la provocation. Plus vis-à-vis de l'opinion publique et des médias que des diplomaties canadiennes ou groenlandaises. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, bon, maintenant vous choisissez votre camp. Pour le Groenland, c'est clair. Il ne faut pas oublier que la Chine a vraiment commencé à prendre de plus en plus d'influence au Groenland. Qu'est-ce qui risque de se passer en ce moment au Groenland ? C'est que vous avez parmi les 50 000 autochtones inuits du Groenland, vous en avez à la moitié, une toute petite minorité au Parlement en ce moment, qui sont tout prêts à s'allier avec la Chine, à laisser la Chine entrer si le Groenland devient indépendant. On est très proche de l'indépendance. Je dirais, c'est un processus qui était beaucoup plus tranquille et pacifique que ce qui se passe, par exemple, dans certaines îles françaises, par exemple en Nouvelle-Calédonie. On allait tranquillement vers l'indépendance, sauf qu'il y a la moitié donc de ceux qui deviendraient des citoyens groenlandais qui sont tout à fait pour une industrialisation à fond, alors que l'autre moitié est des Inuits et
qui est au pouvoir Trump en ce moment, pourrait être pris à son propre piège. Ne veut pas de cela, mais l'équilibre est extrêmement fragile. Donc Trump, quand il dit je prends contrôle du Groenland, c'est une manière de dire à Copenhague, dites donc maintenant vous faites un peu le ménage. Sinon, soit ça peut un message à double entente, soit finalement on peut laisser ça aux Chinois, débrouillez-vous, ou alors moi j'ai tout à fait les moyens de prendre contrôle comme Poutine a pris contrôle de la Crimée. Ça serait très facile. Oui, c'est intéressant parce que dès que la guerre a commencé, j'ai des amis basés en Asie qui m'ont dit la Chine, elle va rester en embuscade et elle va essayer de dealer. On veut Taïwan, vous nous laissez Taïwan, et puis nous, on décidera de ce que l'on fera en fonction de quel est l'interlocuteur qui va nous laisser avoir Taïwan. Tant que Joe Biden était au pouvoir, il n'est pas allé dans cette direction. Maintenant que Donald Trump est au pouvoir, on sent bien qu'il n'a pas de stratégie géopolitique. Ce qu'il regarde, c'est vraiment America First. Qu'est-ce qui est, de mon point de vue, moi, Donald Trump, parce que son analyse n'est pas toujours la bonne, qu'est-ce qui est, selon moi, dans l'intérêt des États-Unis? Général Chevoncy. Je pense qu'il y a une question qu'il faudra se poser. Est-ce qu'il y a une vision stratégique, d'ailleurs, ce que fait Trump aujourd'hui? Parce qu'il parle tous les jours, ça ne s'appelle pas une vision stratégique. Donc moi, j'attendrai avec impatience qui est la revue stratégique, qui a lieu en gros tous les 4 ans, notamment quand il y a un nouveau président des États-Unis qui arrive aux affaires. Le dernier est de 2022. De voir dedans ce qui sera écrit, quels sont les objectifs à plus long terme des États-Unis d'Amérique. Et là, on comprendra peut-être un peu mieux. Parce qu'actuellement, nous avons des déclarations qui se succèdent, des objectifs qu'on semble analyser, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Et il serait bon de savoir quelle est la politique officielle, la stratégie officielle des États-Unis pour l'avenir du monde et sa puissance. Pour l'instant, on n'a rien. On se base sur un document de 2022 sous Biden. Il sera intéressant donc de savoir si Trump va sortir quelque chose, si effectivement il y a un objectif et comment il sera construit et ce qu'il y aura dedans sera important pour le contrôle des matières stratégiques, des minerais, les relations avec les autres États et puis finalement ce consortium de 3 grands puissants, 3 hommes qui se trouvent, parce que c'est même pas des États, en fait, c'est 3 personnes qui sont ensemble, qui ont le même tempérament. Et la notion de partage du monde, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un risque réel. En gros, on va mettre le monde à notre main et les 3 compères vont se mettre d'accord sous notre dos. Je pense qu'il faut y réfléchir. Est-ce que les responsables de Taïwan doivent s'inquiéter, voire paniquer, de ce qui arrivait à l'Ukraine et des décisions de Donald Trump par rapport à cette guerre ? On sait que la Chine revendique le territoire de Taïwan, qu'elle estime que c'est une province renégade qui doit revenir dans le giron de la Chine continentale. Mais on sait aussi que pendant très longtemps, les États-Unis ont garanti la sécurité de Taïwan, il y a des accords militaires, et que Biden faisait vraiment une campagne militante pour protéger Taïwan. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, beaucoup ont fait une comparaison. Est-ce que la Chine pourrait ne pas suivre l'exemple de la Russie et envahir Taïwan comme la Russie a envahi l'Ukraine? Et bien sûr, le lâchage en race campagne de l'Ukraine par Donald Trump pourrait donner à penser que, faute de garantie américaine, il serait encore plus tentant pour la Chine de procéder par la force à cette réunification qui est un objectif fondamental pour le Parti communiste chinois. Or, on sait très bien que depuis que la Chine contrôle Hong Kong de façon autoritaire, que le système une nation, 2 systèmes a été renié finalement, eh bien les Taïwanais n'ont aucune envie d'être réunifiés de façon pacifique avec Pékin, ils n'ont pas confiance et ils pensent qu'une réunification pacifique ne leur donnerait aucune garantie sur le plan politique et que justement le modèle de Hong Kong qui était une nation, 2 systèmes a montré ses limites, donc il n'y a plus que 3% des gens de Taïwan qui veulent réunifier avec la Chine continentale. Alors, est-ce que, comme maintenant, il y a des rencontres au sommet entre Trump et Poutine qui sont annoncées, que les deux ont un mépris total pour le droit international, et que Trump, finalement, ne respecte plus les règles de l'Alliance Atlantique par rapport à ses alliés européens, et donc pourquoi respecterait-il des règles qui sont encore plus souples par rapport à Taïwan? On pourrait très bien craindre, si on était taïwanais, que pour obtenir un accord, là aussi bilatéral, au sommet avec Xi Jinping, Trump pourrait lâcher complètement Taïwan et permettre à Pékin une réunification par la force. Alors bien sûr, on sait que la relation que Trump a avec la Chine est beaucoup plus hostile que par rapport à la Russie. Et que les raisons qui peuvent le pousser à se rapprocher de Poutine, l'ouverture du marché russe, la tentation d'alliance entre hommes forts, peut-être aussi le fait de détacher la Russie par rapport à la Chine, n'existe pas par rapport à Pékin. Il y a une rivalité fondamentale. Mais Trump, c'est aussi l'homme qui veut faire des deals. Il faut se rappeler que peu avant le déclenchement de la crise du Covid, il était sur le point de trouver un accord avec Pékin. Pékin aurait acheté massivement des produits agricoles et des autres produits américains pour
réduire le déficit commercial. Le déclenchement du Covid est venu empêcher ce plan-là, mais Trump peut très bien le remettre sur la table. Et puis surtout, de nombreux industriels américains, dont Musk, ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de coupure avec Pékin. On peut donc comprendre qu'il y ait des questions à se poser et que même s'il n'y a pas de comparaison totale entre la Russie et l'Ukraine et la Chine-Taïwan, en tous les cas, on peut comprendre les soucis que peuvent avoir les gens taïwanais. Si Trump est capable d'abandonner l'Ukraine en race campagne alors que la guerre se poursuit depuis 3 ans, pourquoi ne pas offrir la Chine sur un plateau? Surtout que ce que disait Biden, c'est qu'il faut une alliance des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, n'est pas du tout un argument pour Trump. La défense des démocraties ne fait pas partie de son programme. Pas plus que le respect du droit international, pas plus que la sauvegarde des alliances. Et donc, il peut très bien être tenté d'offrir, sacrifier Taïwan sur l'autel d'une négociation majeure et spectaculaire avec la Chine. Alors, est-ce que la Chine en profiterait? Beaucoup de scénarios aux États-Unis disent que d'ici 2027, la Chine pourrait attaquer Taïwan. Mais même s'il y avait un feu clignotant de la part de Trump, la Chine quand même pourrait y réfléchir à 2 fois. Tout d'abord parce que cette réflexion par la force serait très mal vécue dans tout le Sud global, qui est le champ où la Chine veut progresser, notamment par rapport aux États-Unis. Elle pourrait aussi lui coûter économiquement. Or, le succès du Parti communiste chinois tient à sa réussite économique. Le patriotisme, certes, mais aussi sa réussite économique. On peut penser que les dirigeants chinois peuvent profiter des craintes taïwanaises pour faire plus de pression, obtenir plus de concessions de Taïwan et finalement appliquer les principes de Sun Tzu, gagner la guerre sans livrer bataille, donc obtenir des avantages politiques, sachant que le temps joue pour eux, qu'il n'y a pas urgence à cette réunification et que peut-être qu'elle les empêcherait de profiter de leur avancée. Donc oui, il est normal pour les dirigeants taïwanais de s'inquiéter, mais le pire n'est peut-être pas à venir, même en cas de lâchage de Donald Trump. Il est clair en tous les cas que ce qui vient de se passer à propos de l'Ukraine et le choc pour les alliés européens et les États-Unis a des répercussions en Asie. Pour le Japon, pour la Corée du Sud, pour Taïwan, c'est aussi un choc. Si Trump est capable de maltraiter ses alliés européens aussi facilement, il peut tout aussi bien maltraiter ses alliés asiatiques qui doivent s'inquiéter de l'avenir, notamment le Japon, qui avait déjà été surpris en 1972 du rapprochement spectaculaire entre Washington et Pékin sans y avoir été averti ni même consulté. Et donc cette crainte peut de nouveau être ouverte aussi bien à Tokyo qu'à Séoul qu'à Taïwan. Le statut politique de Taïwan est complexe depuis 1949. Cette année-là, la guerre civile chinoise s'est terminée et le Parti communiste a pris le contrôle de la Chine continentale. Le parti nationaliste vaincu s'est retiré à Taïwan. Depuis lors, Taïwan fonctionne comme une région autonome avec son propre gouvernement. Cependant, la Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire. Le gouvernement de Taïwan considère l'île comme un État souverain. La plupart des pays ne reconnaissent pas officiellement Taïwan en raison de la pression exercée par la Chine. La Chine insiste sur une réunification éventuelle, n'excluant pas le recours à la force. Les citoyens taïwanais préfèrent leur indépendance et excluent toute forme d'annexion à la Chine. Taïwan jouit d'un degré élevé d'autonomie, mais fait face à une pression constante de la part de la Chine. Cette tension façonne les politiques intérieures et internationales de Taïwan. L'île doit naviguer prudemment dans sa position précaire. La communauté internationale surveille de près la situation. L'avenir de Taïwan reste incertain, mais sa résilience est évidente. Les États-Unis jouaient un rôle crucial dans la sécurité de Taïwan. En 1979, les États-Unis ont adopté la loi sur les relations avec Taïwan, ou TRA. Cette législation définit l'engagement de l'Amérique envers Taïwan. La TRA prévoit des ventes d'armes et un soutien défensif. Washington maintient une politique d'ambiguïté stratégique. Cette ambiguïté vise à dissuader l'agression chinoise. La politique américaine envers Taïwan est devenue plus proactive. Les administrations Trump et Biden ont approuvé d'importants contrats d'armement. Ces actions témoignent du ferme soutien des États-Unis à Taïwan. La position américaine complique ses relations avec la Chine. Néanmoins, les États-Unis restent attachés à la défense de Taïwan. La situation géographique de Taïwan dans la région Asie-Pacifique est d'une importance stratégique considérable. Elle se trouve dans la première chaîne d'îles qui comprend le Japon, les Philippines et d'autres îles, formant une barrière naturelle contre l'expansion navale chinoise.
Le contrôle de Taïwan donnerait à la Chine des avantages stratégiques considérables. Pour les États-Unis et leurs alliés, Taïwan est un élément essentiel des stratégies de défense régionale. La perte de Taïwan pourrait faire pencher l'équilibre des pouvoirs en faveur de la Chine, avec des implications considérables pour la sécurité de la région. La position de Taïwan renforce son importance militaire, servant de base potentielle pour la projection de la puissance américaine dans la région. L'île est également un acteur crucial du commerce régional, avec des ports et des voies maritimes vitales pour le commerce mondial. La stabilité de Taïwan est essentielle au maintien de voies maritimes ouvertes et sûres. L'avenir de l'île a des implications importantes pour la région Asie-Pacifique. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud suivent de près l'évolution de la situation à Taïwan. La valeur stratégique de Taïwan en fait un point central de la concurrence entre les grandes puissances. Taïwan joue un rôle central dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ou TSMC sont des leaders mondiaux, produisant des micropuces avancées utilisées dans diverses technologies. L'économie mondiale dépend fortement de la production de semi-conducteurs de Taïwan. La domination de Taïwan dans cette industrie lui confère un levier économique important et une position stratégique prédominante. Des perturbations dans la production de puces à Taïwan pourraient avoir des répercussions mondiales. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence cette dépendance, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ayant entraîné des pénuries de puces qui ont touché de nombreux secteurs. L'industrie des semi-conducteurs a également des implications stratégiques, car les micropuces avancées sont cruciales pour les systèmes de défense modernes. Le rôle de Taïwan dans ce secteur ajoute une autre dimension à son importance stratégique. Les contributions de l'île à la technologie et à l'économie ne peuvent être sous-estimées. La dépendance du monde à l'égard de Taïwan pour les micropuces rend d'autant plus urgente la nécessité de maintenir sa stabilité. Tout conflit impliquant Taïwan pourrait avoir de graves conséquences économiques. L'industrie taïwanaise des semi-conducteurs souligne l'importance de l'île au niveau mondial. La rivalité entre la Chine et les États-Unis est intense, Taïwan étant au cœur de cette compétition géopolitique. Les deux nations ont des intérêts importants dans l'île. Pour la Chine, Taïwan est une question de souveraineté nationale. Pour les États-Unis, Taïwan représente un allié clé dans la région. La Chine considère le soutien américain à Taïwan comme une remise en cause de son autorité. Elle effectue régulièrement des patrouilles et des exercices pour intimider Taïwan. En réponse, les États-Unis ont accru leur présence militaire dans la région. La rivalité s'étend aux sphères diplomatiques et économiques. L'administration Biden a maintenu une position ferme à l'égard de la Chine. La question de Taïwan exacerbe les tensions sino-américaines. La communauté internationale observe la situation de près. Un conflit militaire au sujet de Taïwan aurait des conséquences catastrophiques. L'importance stratégique et économique de l'île signifie que tout conflit aurait une portée mondiale. L'impact immédiat serait dévastateur pour Taïwan, avec d'immenses pertes civiles et des dommages aux infrastructures. L'impact régional serait également grave, risquant d'entraîner des pays voisins comme le Japon et la Corée du Sud. Le conflit pourrait déstabiliser toute la région Asie-Pacifique, perturbant les routes commerciales et les activités économiques. L'économie mondiale en souffrirait également, l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs étant cruciale pour de nombreux secteurs. Un conflit entraînerait probablement l'arrêt de la production de puces, ce qui entraînerait des pénuries et des bouleversements économiques dans le monde entier. L'industrie technologique, en particulier, serait durement touchée. Le risque d'un conflit international plus large ne peut être ignoré, car les États-Unis et la Chine sont tous deux des puissances nucléaires. Tout engagement militaire comporte un risque d'escalade, avec des conséquences désastreuses. Le monde doit s'employer à éviter un tel scénario. Les efforts diplomatiques sont essentiels au maintien de la paix. La communauté internationale doit soutenir une résolution pacifique et la stabilité dans la région. Le statu quo actuel à Taïwan est fragile. L'île jouit de l'autonomie mais subit une pression constante de la part de la Chine. Les États-Unis apportent un soutien crucial mais doivent naviguer dans un équilibre délicat. La Chine et Taïwan ont toutes deux de forts sentiments nationalistes, ce qui rend la situation intrinsèquement instable.
Les risques d'escalade sont omniprésents, des erreurs de calcul ou des actions provocatrices pouvant déclencher un conflit. Les efforts diplomatiques sont essentiels au maintien de la paix, le dialogue et l'engagement entre toutes les parties étant cruciaux. La communauté internationale a également un rôle à jouer pour soutenir une résolution pacifique et la stabilité dans la région. Le maintien du statu quo exige une gestion prudente, Taïwan devant renforcer ses défenses et les États-Unis soutenir Taïwan sans provoquer la Chine. La Chine doit reconnaître les avantages d'une approche pacifique. Les enjeux sont trop importants pour que l'une ou l'autre partie agisse de manière imprudente. La fragilité du statu quo témoigne de la complexité de la question de Taïwan. Elle exige une vigilance et une diplomatie constante. Le monde doit être conscient des risques et œuvrer à une paix durable.